lool Medinatul Munawara ñu dem umra ji ci jàmm ñibbisi ci jàmm ci mbégte ak noflaay. labbayk Allah. RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, bonjour. Rémi Ménage qui reçoit ce dimanche, comme l'a si bien dit Ibrahima Djamé, professeur Ibabari Kamara, enseignant en droit privé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour, professeur, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Assalamu alaikum, Binta. Assalamu alaikum, mon cher ami Albert. Et assalamu alaikum à tous vos auditeurs qui sont très nombreux, mais également à tous vos, ceux qui sont au niveau donc, de la plateforme digitale. Oui, les internautes. Merci. Nous recevons également notre confrère analyste politique communicant, Mamadou Sy Albert. Bonjour et merci d'être là. Merci, bonjour Binta, et avec plaisir, je viens toujours à ton micro. Et bonjour à mon ami Iba, professeur Iba. Bonjour mon cher. L'affaire Sweet Beauté, on en parle parce que ça fait partie des actualités de la semaine qui s'est écoulée. La sortie de l'ancien procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye. Par la suite, il y a eu beaucoup de réactions. Quelle est votre lecture, professeur Ibabari Kamara, sur tout cela, sur ce dossier? Oui, c'est vrai que il faut, je ne sais pas, s'en féliciter ou non, mais en tout état de cause, en fait, il l'a fait. Et justement, on doit être en mesure de nous interroger. En fait, qui parlait? C'est le procureur? Ou alors, c'est Serigne Bassirou Gueye intuiti personae? S'il s'agit donc de l'ancien procureur, qui a eu à démarrer la procédure avec, n'est-ce pas, avec ce dossier-là sur Beauté, eh bien, on pourrait dire que il aurait violé ce qu'on appelle une obligation de réserve qui doit caractériser en réalité tous les magistrats. Donc maintenant, en tant que Bassirou Gueye intuiti personae, donc lui, il estime qu'il a été un tout petit peu, malmené, en fait, de par sa personne avec les accusations, comme il dit, parce que je crois savoir que c'est avec ces propos-là qu'il a eu à démarrer, comme quoi qu'il devait faire venir pour apporter des éclairages par rapport, en fait, aux différentes accusations dirigées contre sa personne par M. Sonko. Mais quelle que soit donc la situation, en fait, dans cet exercice-là, on se serait attendu justement à plus. Parce que se contenter simplement de nous dire que, en fait, sur 3 points, alors qu'il y a beaucoup en fait, de points d'accusation, on lui reproche beaucoup de choses, mais il vient simplement pour battre en brèche donc certaines thèses de M. Sonko. Moi, véritablement, je suis resté justement sur ma faim. Mais en tout état de cause, le moment choisi pour moi, c'était pas en fait le moment opportun. Pourquoi? Parce que dans la mesure où c'est un dossier qui est toujours pendant. Et on dit même, et j'en suis pas très sûr, que justement les avocats de M. Sonko ont eu à introduire, en fait, à interjeter appel. Maintenant, l'appel suppose que l'on revienne justement quasiment sur tous les éléments même donc de l'instruction. Et donc là, en ayant accompli quelques actes en tant que procureur, lorsqu'il se met à en parler de fond en comble, parce qu'effectivement, il ne s'est pas contenté simplement de parler de manière formelle donc de la question. En fait, il s'est attaqué à des points de fond. Et de ce point de vue-là, est-ce que ceci n'aurait pas des retentissements par rapport à ce qui va s'en suivre, avec notamment donc l'appel qui a été interjeté. Donc là, pour dire simplement qu'il aurait mieux fallu, donc c'était parce que on s'attendait en fait, à ce qu'il prenne la parole et qu'il apporte des éclairages beaucoup plus tôt, mais là où nous en sommes, justement, il devrait en fait, se murer dans un silence et laisser donc les choses donc prospérer. Maintenant, qu'est-ce qui a parlé? C'est Serigne Bassirou ou bien le procureur, mais qu'importe. Mais de par les propos, lorsqu'on l'écoute et qu'on l'entend bien, eh bien, il y a certains indices
qui viennent à la surface et qui nous aurait permis justement d'avoir une idée plus ou moins claire par rapport effectivement à ce qui s'est passé depuis le déclenchement de la procédure contre M. Sonko. Ah oui, parce que vous le savez également, le réquisitoire définitif, après justement l'intervention de l'ordonnance de renvoi, ce qui a été le réquisitoire définitif donc du procureur, et là, c'est sur la place publique, je ne sais pas moi, en fait, je l'ai eu et je l'ai lu. Mais en réalité, bon, je ne sais pas si je suis en mesure de le dire. Je dis que, personnellement, j'estime qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ah bon? Et si j'étais le conseil de monsieur Sonko, je vais prier pour que effectivement ce procès se tienne dans le plus bref délai. Parce qu'en réalité, pour moi, il n'y a pas suffisamment d'éléments probants au regard de ce que j'ai lu, et je crois savoir que ce réquisitoire-là, en fait, a été pris en compte par le juge d'instruction dans son ordonnance donc de renvoi. Ce qui veut dire donc que lorsque effectivement l'affaire est en jugement, eh bien, il faut simplement se dire que Sonko a justement plus de 90% de chances pour s'en sortir. Lorsque l'affaire, en fait, est jugée par, comme vous le savez, par des juges qui sont véritablement très expérimentés, pour dire simplement que d'après les éléments que nous détenons par rapport à cette, à ce réquisitoire-là définitif, eh bien, je crois savoir que il pourrait effectivement se défendre et obtenir éventuellement gain de cause. Oui, parce qu'on a entendu Bassène Bassirou-Gueye dire que le PV qui est entre les mains de Ousmane Sonko le chargerait beaucoup plus que celui qui est entre les mains de Maham Diallo, Albert, mais on a quand même entendu également terminer par sa conférence de presse par des menaces. Il dit qu'il va revenir avec des déclarations beaucoup plus fracassantes si Ousmane Sonko persiste à s'attaquer à lui. Bon, moi je crois que dans l'affaire, la conférence de l'ancien procureur, c'est peut-être une étape qui marque toutes les maladresses qu'il y a eu dans la gestion de ce dossier. Tout le monde se dit aujourd'hui, qu'est-ce que l'ancien procureur a voulu démontrer? Tout le monde s'interroge. Est-ce que c'est le bon moment qu'il a choisi? Donc ça veut dire qu'il n'a pas convaincu, il n'a pas été pertinent. Bon, contre les accusations de Sonko, il a opposé ces accusations. C'est aussi simple que ça. Un ancien procureur quand même qui a été au cœur d'un dossier, qui le mène 2 ans après, il tient une conférence de presse pour sortir des accusations contre l'accusé principal. Et on a vu la réponse de Sonko immédiatement. Il a démonté. Et depuis 3 jours, 4 jours, le PASTEF est en train de mener une offensive pour démanteler tous les arguments que l'ancien procureur a fait. Et je pense que c'est ça qui donne une mauvaise image de la justice. Elle continue, cette mauvaise image de la justice. Mais pour moi, ce qui est peut-être le plus important à analyser, c'est pourquoi le président Macky Sall, quand même qui est chef de l'État, qui est le chef de l'exécutif, qui est chef d'un parti politique, chef de la coalition de la majorité, pourquoi le président Macky Sall persiste dans l'erreur dans ce dossier? Pourquoi? Aujourd'hui, c'est l'ancien procureur. Hier, c'était les ministres. Et maintenant, c'est tout le bataillon. Il y a tellement de suspicions autour de l'affaire qu'on se dit que est-ce qu'il y a un chef d'orchestre? Est-ce que le président Macky Sall ne se rend pas compte que ce dossier-là est en train de polluer la justice, de polluer l'administration, de polluer son pouvoir politique, de polluer même le débat politique? Et ça, pour moi, c'est à la limite, c'est dire que tout simplement que l'ancien procureur a été jeté en pâture à l'opinion. Et ça, c'est la responsabilité du président de la République. Je ne peux pas imaginer qu'un ancien procureur, et en plus qui est actuellement
le responsable de l'OFNAC puisse tenir une conférence à quelques jours, quelques semaines d'un procès, sans que le président donne son aval. Je ne peux pas le comprendre. Donc ça veut dire qu'il y a... Parce qu'il a eu à dire qu'il ne voulait pas réagir, mais qu'il a reçu beaucoup de pression quand même. C'est ce qui explique un peu sa sortie. Mais la pression principale, c'est la pression de l'État. C'est du président Macky Sall. S'il lui avait dit non, ce n'est pas le bon contexte. S'il lui avait dit que non, il faut attendre, on a tellement commis d'erreurs, je ne vais pas te jeter en pâture. C'est comme si on le jetait en pâture pour préparer quelque chose. On prépare quelque chose. Moi, je pense que c'est vrai que l'ancien procureur s'est lavé de tout soupçon à Grano. Mais le message reste qu'on va vers le procès. Donc lui, il est quitte avec le juge d'instruction actuel. Il est quitte avec ceux qui vont rendre la justice. Bon, pourquoi il trouve ce besoin-là? Pourquoi? Il y a un non-dit après cette conférence-là. Bon, ce qui veut dire que, pour dire simplement les choses, aujourd'hui, Ousmane Sonko a gagné la bataille d'opinion. C'est clair. 2 ans après, à chaque fois que Ousmane Sonko prend la parole, les gens croient à ce qu'il dit. C'est un. Mais deuxièmement, la conférence de l'ancien procureur confirme que la démarche du gouvernement rend une partie des Sénégalais sceptiques. Il y a une infime partie de l'opinion qui croit à la thèse du viol. Mais un chef d'État, un chef de parti, chef d'une coalition, qui ne se rend pas compte que l'opinion est sceptique majoritairement, qu'il y a une partie qui est derrière Ousmane Sonko. Ce n'est plus seulement une histoire de Pastef ou de l'opposition, c'est l'opinion publique qui adhère au discours d'Ousmane Sonko. Mais maintenant, il y a une infime minorité. Et moi, c'est là où vraiment je suis un peu choqué. Comment le président peut être prisonnier de cette minorité de radicaux qui sont à côté de lui. Il y a des gens qui ont manipulé apparemment le président depuis le début de l'affaire. Il y a des gens, je ne sais pas qui manipulent Adji Sarr, le président, la majorité présidentielle. Et si le président ne se rend pas compte que ce dossier-là, j'aime pas peut-être dire les choses comme ça de manière brute, mais c'est ça qui va porter Ousmane Sonko au pouvoir. Ce dossier-là, s'ils ne font pas attention, c'est de là, si jamais, comme l'a dit le professeur, il sort victorieux de ce procès, Ousmane Sonko pourrait aller au palais. En tout cas, on a entendu Ousmane Sonko dire, professeur Iba Barry Camara, que personne ne l'empêchera d'être candidat en 2024. Il a dit terminus pour ce dossier, appelé à la résistance. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire quand même pour désamorcer cette affaire politico-judiciaire? Il n'y a que 2 possibilités, Binta. La première possibilité, c'est simplement, comme j'ai dit, en fait, il pourrait effectivement évaluer sa chance pour effectivement s'en sortir indemne. Par rapport justement en fait à la justice, parce qu'au regard donc du contenu même du dossier, en vérité en fait il pourrait effectivement obtenir gain de cause à plus de 90%, ou alors simplement qu'ils disent que quelle que soit la situation, comme l'ont laissé en fait comprendre quelques-uns de ses partisans, comme quoi qu'il n'est même plus question d'aller justement au procès. Ça, effectivement, c'est une partie qui est en train de se radicaliser. Mais lorsqu'ils ne se présentent pas au procès, quelles en seront justement les conséquences? C'est-à-dire simplement que, quelle que soit la situation, et Albert en a parlé tout à l'heure, c'est le Sénégal qui ne s'en sortirait pas indemne. Qu'il y ait procès, il y aura tellement de perturbations. Qu'il n'y ait pas de procès, il y aura toujours donc des perturbations. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Donc c'est-à-dire que, on l'a dit, il faudrait essayer un tout petit peu de dialoguer. Parfois, par rapport à l'intérêt général, il est préférable, même s'il le faut, de piétiner certains intérêts individuels. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, mais
il faudrait simplement, comme si c'est confirmé, qu'il y a eu en fait appel. Hein? Mais donc, la chambre d'accusation fasse en sorte de classer ce dossier-là, en fait, et déclarer simplement et prononcer le non-lieu. Ce qui est également que les autorités politiques disent justement au procureur général de ne pas se pourvoir en cassation pour que le dossier soit tout simplement enterré. Nous le savons, si c'était sûr, contrairement à ce que l'ancien procureur aurait dit, comme quoi qu'il s'agit donc qu'il a préféré emprunter la procédure de l'enquête préliminaire, alors que manifestement on avait affaire à quoi? À une flagrance. Donc là, peut-être qu'il ne s'est pas bien expliqué, d'après ce que j'ai compris. Il s'agissait donc effectivement d'une flagrance. Mais lui, il a estimé devoir suivre la procédure donc de l'enquête préliminaire. Parce que dans tous les cas, nous sommes en matière de crime. Donc c'est-à-dire que là, effectivement, on ne pouvait pas, en fait, emprunter donc la procédure donc de la flagrance, c'est-à-dire juger dans les meilleurs délais. Donc il fallait au moins aller à l'instruction. Donc, mais puisqu'on a été à l'instruction, maintenant, il faut simplement savoir que lorsque on a interjeté appel, en fait, il est de bon ton. Hein, au lieu de faire perdurer un dossier qui a déjà duré 2 ans, hein, au moins d'enterrer ça, parce que véritablement, hein, les indices, c'est-à-dire la preuve, en fait, c'est-à-dire les éléments pouvant asseoir la thèse même. Donc la thèse, moi jusqu'à ce jour, je suis dubitatif. Et je me rends compte que le parquet essentiellement s'est fondé sur quoi? Sur le fait que, en fait, M. Sonko aurait dit que par rapport à certaines questions, qu'il ne répond pas. Est-ce que vous êtes prêt à faire le test? Non. Et sur ces bases-là, donc il y a ce qu'on appelle une présomption, je ne sais pas, fondée sur quoi, comme quoi en fait il aurait fait ça. Alors qu'il n'y a aucun indice qui aurait en fait corroboré cela. Moi, je comprends que en fait, si le dossier n'est pas aussi clair, n'est pas aussi en fait sûr, en fait, les éléments dont dispose donc la justice, hein, n'attestent pas donc de la thèse de ce viol. Autant en fait en finir une bonne fois pour toutes. Alors Albert, est-ce qu'aujourd'hui il faut dialoguer, on a entendu l'appel de Barthélémy Diaz, et mettre fin de façon définitive à ce dossier? Bon, je crois qu'il faut dialoguer, mais je pense que le plus important, c'est de respecter Ousmane Sonko. Le pouvoir a ce problème c'est un chef de parti, c'est un homme politique, c'est quelqu'un qui est au cœur du débat politique. Il faut le respecter d'abord. Si vous ne le respectez pas, vous ne pouvez pas dialoguer. Et je pense que c'est cette difficulté-là que le président Macky Sall devrait quand même lever, mettre tous les acteurs politiques au même niveau d'égalité. Moi, j'aurais bien compris que, je ne sais pas, qu'au sein de la majorité présidentielle, qu'il y ait des gens quand même sincères qui défendent Sonko en tant qu'homme politique. Au-delà des clivages politiques et idéologiques, c'est un homme politique, c'est quelqu'un qui est investi par des populations. Il est dans des problèmes. Mais on dit il faut en profiter pour l'écraser. Et qu'est-ce que tu fais? Tu utilises la justice, tu utilises l'administration, tu utilises les forces de sécurité là. Mais cet individu-là, il ne pourra jamais te faire confiance. Il ne pourra jamais faire confiance à la justice. Je pense que le dialogue commence d'abord par ce respect-là. Maintenant, il y a un autre débat sur lequel il faut insister, c'est que la majorité confond l'État et l'appareil politique. C'est l'engrenage dans lequel le président est. Je suis président, j'ai mon parti, j'ai ma majorité, mais l'administration c'est à moi, la justice c'est à moi, la sécurité publique c'est à moi. Mais cette façon de regarder l'État n'est pas bonne.
Donc il faut dialoguer pour que le président donne des garanties qu'il va jusqu'au bout pour l'indépendance de la justice, l'indépendance de l'administration, l'indépendance des forces de sécurité là. Il faut qu'on ait un consensus. Mais si tu es au président de la République, tu es capable d'utiliser toutes les ressources de l'État contre tes adversaires politiques. Mais c'est ça qui nous a mené à la crise de 2011. C'est ça qui nous a mené à la crise d'Abdou Diouf. Et Macky Sall répète une troisième fois les mêmes erreurs. Donc il faut, s'il y a dialogue, qu'on discute sur comment tous les acteurs peuvent être d'accord sur l'administration, la justice, les forces de sécurité. Ces forces-là ne peuvent pas être des forces partisanes. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que le président dialogue aussi sur cette question-là. Maintenant, le troisième niveau du dialogue, c'est que, à mon avis, il faut que les acteurs politiques soient un peu plus cohérents. Tous, ils font appel au pouvoir religieux, aux dignitaires. Mais qu'est-ce qu'ils font pour respecter ce pouvoir religieux-là? Prenons le cas, par exemple, du mouvement pour la défense, le MSD, qui a, pendant les émeutes, il y a eu le khalife général des Mourides qui s'est engagé, qui a mené des négociations, qui a tiré des conclusions. Ces conclusions-là ne sont pas appliquées. Est-ce que ces religieux-là vont revenir à la table pour dialoguer autour de quoi? Si vous ne respectez pas les engagements que vous prenez. Et ça, je pense que sur ces 3 à 4 questions-là, s'il y a dialogue sincère, on peut s'en sortir. Mais si c'est pour regrouper les gens et ensuite rester dans ces positions, mais on ne va pas avancer. Pour moi, il faut dialoguer, mais sincèrement avoir un dialogue sincère sur des questions d'intérêt national. Oui, Absolument. il le faut, Iba Barry Camara, ce dialogue sincère pour les questions d'intérêt national, un dialogue inclusif et sincère. Mais on a quand même entendu le président de la République lors de la rentrée des cours des tribunaux dire en substance qu'il va protéger les magistrats et la justice dans un contexte où les Sénégalais n'ont plus confiance en cette justice. Il faut aujourd'hui repenser l'administration de la justice. Non, en vérité, Au-delà de ce procès. C'est ce que disait tout à l'heure Albert. En réalité, il ne s'agit pas, en fait, de toujours d'envenimer donc les choses. On est au point où il faut trouver une solution heureuse pour le Sénégal. Et vouloir se renforcer, en conviction ou bien en armement, etc., ça ne règle pas la question. La question, c'est quoi? C'est pour l'intérêt national, il faudrait que les personnes politiques se retrouvent et discutent sur toutes les questions nous permettant donc de reconvoquer les grands principes donc, de la démocratie. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Donc les principes de base sont effectivement bafoués. Aujourd'hui, c'est en fait, comment dire, c'est la force. C'est l'argument donc de la force, de la violence. Et je me pose la question, mais est-ce qu'à ce jour, est-ce que cette période-là est propice au dialogue? C'est pour répondre justement, en fait, à l'invite de M. Barthélémy. Mais vous savez, ce qui caractérise, en fait, comment dire, la scène politique, c'est que les acteurs sont en défiance. C'est-à-dire que Ils ne se font pas confiance. ils ne se font pas confiance. Ouais. Parce que maintenant, on utilise même des termes très graves. Violent. Je suis prêt à mourir. On va. Mais non, attendez. Alors que tout ceci, c'est le président qui est le président de tous les Sénégalais, qui devrait se mettre au-dessus donc du lot pour apaiser cette tension-là. Il ne doit pas, en fait, jeter de l'eau, jeter de l'eau dans le feu. C'est ça le problème. Et disant qu'il va protéger les magistrats et les forces de sécurité et de défense, ceci c'est moi dire, en fait, ceci n'est qu'une déclinaison nouvelle donc, de la thèse qu'il a eu à adopter au lendemain donc, de ce qui s'est passé en mars. Comme quoi que on ne va plus nous surprendre, nous allons prendre toutes nos mesures. C'est-à-dire qu'on n'est pas en fait en cette période-là où on doit effectivement opérer ce qu'on appelle un bras de fer. Parce qu'il n'y aura personne qui pourrait en sortir vainqueur. Maintenant, je dis que on peut effectivement dialoguer, mais par rapport à ce dossier-là, je crois savoir que là où nous en sommes, il y a eu, une ordonnance de renvoi,
Et il y a, on me dit, appel. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, il faudrait que cette question-là soit réglée au niveau juridictionnel. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse en sorte que de déclarer qu'il n'y a pas de lié à poursuivre, que l'on enterre définitivement ce dossier. Et maintenant, par rapport aux perspectives... Mais ça, est-ce que ce ne serait pas un arrangement politico-judiciaire aussi? Parce que également, il y a parmi les Sénégalais qui attendent à ce que la lumière soit faite dans cette affaire. Mais par rapport... Et j'ai entendu d'autres observateurs dire que si cette affaire est classée non-lieu, sans suite, mais il vaudrait ouvrir toutes les portes des prisons et que les prisonniers sortent, ceux qui sont accusés de viol. Ce sont les jusqu'au boutistes. Parce que vous savez, Binta, moi je dis simplement qu'il est vrai qu'on doit défendre donc les intérêts individuels. Mais lorsque c'est en fait l'intérêt général qui est en cause, les intérêts particuliers là doivent effectivement s'écarter. Moi, en fait, c'est par rapport à ça que je fais cette proposition-là. Il ne s'agit pas de vouloir dire qu'il faut défendre les intérêts. Mais ceux-là qui embauchent en fait une telle thèse, mais est-ce qu'ils sont conséquents, est-ce qu'ils sont conscients donc des conséquences qui pourraient résulter donc d'une telle situation? Déjà qu'il y a, comment dire, des indices qui nous permettent à penser que, quelle que soit la situation, ça risque d'être terrible. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Parce que simplement, une fille, bon, je ne veux pas trop minimiser donc ses droits, mais compte tenu donc des circonstances, donc de ce crime-là supposé, mais est-ce que véritablement on pouvait raisonnablement retenir la thèse donc du viol? C'est que moi, je dis simplement que ça ne vaut pas la peine. Il est préférable d'une affaire privée à une affaire d'État. C'est ça le problème. Et là, les risques sont là. Oui. Et puis, il faut bien, comme l'a dit, il y a certains, ce qui leur convient, c'est quoi? C'est qu'il y ait des troubles. Mais le président doit savoir que le Sénégal est au bord du gouffre. Qu'on le veuille ou non, les éléments d'appréciation sont effectivement là. Est-ce qu'il est question, parce qu'on a bien armé donc les forces de l'ordre et de sécurité, pour se dire qu'en fait le Sénégal sera effectivement stable? Là, en fait, on ne peut pas, il n'y a aucune armée, il n'y a aucune gendarmerie, aucune police qui pourrait contenir plus d'un mois, en fait, comment dire, la vague populaire. C'est pas possible. Donc autant essayer, autant que peut se faire de régler l'action. La question aurait pu être réglée bien avant. Mais on a laissé donc les choses pourrir, croyant que, effectivement, quelque part, les Sénégalais ne vont plus se lever parce que simplement on leur aurait dit que maintenant, en fait, il n'a plus le crédit qu'il avait avant. Mais non, moi j'ai dit simplement qu'il faut anticiper et prévenir toutes les difficultés auxquelles on pourrait convaincre. Maintenant, le dialogue, il y a eu combien de dialogues? Mais seulement on n'a jamais eu de dialogue sincère. Des fois, le président, effectivement, a eu à impulser quelques dialogues. Je rappelle simplement qu'il y a eu le dialogue national. Et politique aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a de suivi? Mais rien du tout. On est retourné à la case départ. Au contraire, la situation s'est envenimée parce que, désormais, ceux qui lui ont prêté un tout petit peu de, comme quoi qu'il pourrait être sérieux, mais ils se sont rendus compte que c'était un moyen simplement pour les divertir. Est-ce qu'ils vont encore accepter ça? Parce que, rappelez-vous bien, si lors des élections locales, ils ne sont pas bien préparés, mais c'est parce qu'on les a invités pour qu'il y ait dialogue. Maintenant, ils savent que tout ceci, ce sont des moyens pour les divertir. Et plus jamais, même si le président demain les appelle, ce sera difficile qu'ils viennent effectivement répondre à ça. Parce que là, je vous dis que le front est vraiment tendu. Alors, est-ce que vous pensez que Albert, le camp présidentiel serait disposé quand même à faire classer ce dossier sans suite, alors que nous nous acheminons vers la présidentielle de 2024? Le président de la République n'a encore rien dit sur sa candidature ou non. Est-ce que vous pensez à un non-lieu? Oui. Est-ce que vous pensez qu'il va quand même accepter cela pour victimiser son camp? Et vous savez que les Sénégalais sont friands de victimes. Ça, il ne va pas le faire. Bon, moi je crois que y a vraiment lieu quand même de faire une distinction. Dans la mouvance présidentielle, il y a un groupe de radicaux. Ils vivent de la tension contre Ousmane Sonko. Ils vivent de ça, c'est la vérité.
c'est eux qui ont manipulé ce dossier, que ce dossier a atteint des proportions, ça dépasse aujourd'hui ça dépasse les bornes. Tout le monde a peur. Parce qu'il y a des radicaux, il faut le dire. C'est eux qui ont alimenté les événements de mars 2021. Parce que quand même, rappelons-nous... Qui avait fait 14 morts. Rappelons-nous quand même que dès le lendemain de l'annonce de la nouvelle, on a mobilisé les forces de sécurité. Que ce soit la police, la gendarmerie, les militaires, on est parti pour cueillir Ousmane Sonko. Contre toute attente, ils ont eu une résistance spontanée, farouche. Mais au lieu d'analyser l'erreur commise, la leçon qu'ils tirent, c'est, débloquons 300, 400 milliards pour les jeunes, plus jamais ce genre d'événement-là, on va s'armer. Mais ce n'est pas la réponse. Ils continuent à s'enfoncer. C'est les radicaux qui sont derrière. Moi, je serais vraiment surpris que Macky Sall ait décidé comme ça depuis 2 ans de s'enfoncer dans un dossier pareil. Parce que quand même, quoi qu'on dise, Macky Sall, il a de l'expérience. Il a été ministre de l'Intérieur. Macky Sall connaît très bien les mœurs politiques. Il connaît très bien. Mais là, le président a perdu contrôle. Les radicaux sont en train de faire basculer son régime dans la violence. De le manipuler. Parce que quand même, si vous prenez cette histoire-là, moi, j'aime pas tellement parler de ça. Certains ont même dit que le président a été mis devant le fait accompli, qu'il n'était pas au courant et qu'il n'était pas d'accord pour qu'on exploite ce dossier. Mais parce que les radicaux jouent au chantage. Macky Sall veut un autre mandat. Avec qui il va avoir ce mandat? C'est avec l'APR, avec le Benno. C'est Sonko, il faut en profiter pour le liquider. C'est lui qui nous gêne. Les radicaux, tu les entends, même à l'Assemblée nationale. Je ne veux pas citer de nom, mais la déclaration du groupe parlementaire était tellement violent, irrespectueux, que tu te dis que c'est ça le point de vue radical. Parce qu'ils sont à l'Assemblée, les forces sont équilibrées. Ils savent très bien qu'il faut du consensus, il faut une concertation. Mais ils préfèrent attaquer l'opposition. C'est même à la limite s'ils n'ont pas dit que ça, c'est des voyous que vous avez envoyés à l'Assemblée nationale. Mais ils l'ont presque dit. Donc ça veut dire que si vraiment le président veut sortir de ça, il faut qu'il mette de l'ordre d'abord dans sa majorité-là. Il y a des radicaux. Mais si Macky Sall veut laisser un pays stable derrière lui, c'est à lui de comme il l'a dit, moi je suis un peu meurtri, parce que tu vois le Parti socialiste, c'était des tunés, c'était tout ce que tu voudras, mais ils ont une capacité de négociation insoupçonnée. Ils s'adaptaient. Pendant 40 ans, ils se sont adaptés à toutes les crises. Mais Macky Sall n'a même pas fait encore plus de 10 ans. Mais il n'a pas quelqu'un dans l'appareil d'État capable de lui dire, mais monsieur le président, la force là, ça nous mène vers l'impasse, allons négocier. Allons négocier avec Ousmane Sonko, allons négocier avec Khalifa, allons négocier avec l'opposition. Que ce problème-là est en train de prendre une tournure qui va déstabiliser notre pays. Mais Macky Sall n'a même pas dans son entourage cette expertise-là. Mais est-ce que c'est un président qui écoute aussi ses collaborateurs? On dit que c'est pas qu'il n'écoute. Non, ça c'est lui, son caractère. Il fait ses choix, il est carré, il y va. Mais à l'état actuel, moi je te dis que même les partenaires techniques et financiers à l'étranger, mais sont inquiets. Tout le monde est inquiet. Mais ces gens-là, si tu ne prêtes pas attention, ils te donnent leur argent, ils te donnent leur expertise. Ils font tout pour que ton pays soit stable, pour qu'on t'épargne ce qui se passe au Mali ou au Burkina. Mais ils se rendent compte que toi, tu n'es maître de rien du tout. Il y a des radicaux qui veulent te mettre dans le chaos. Mais c'est au président, à mon avis, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Ça, s'il le prenait, il peut discuter avec n'importe qui. À l'état actuel de ce, Macky Sall
en tant que politique, peut discuter avec tous les acteurs politiques. Mais s'il s'isole et qu'il veut aujourd'hui prendre Ousmane Sonko comme l'homme à abattre, mais vous pensez que après Khalifa, après Karim, les gens vont laisser Sonko être éliminé d'une présidentielle? Et tout le monde sait qu'à l'état actuel, Sonko peut être président en 2024. Mais justement, c'est ce que le camp présidentiel ne veut pas, que Sonko soit président de la République. Et pour ils ça, vont tout ils faire ont utilisé en fait n'importe quel moyen, Oui. que ce soit donc des moyens conventionnels et non conventionnels. Mais à tout de cause, la réalité est là. Il faudrait savoir que, qu'on le veuille ou non, sur l'échiquier politique national et international, Sonko, désormais, il compte. Et il faut compter avec lui. Mais maintenant, vouloir utiliser donc de tels moyens pour l'évincer, moi je dis non. Ça, c'est peine perdue. C'est pourquoi, en vérité, comme j'ai dit tout à l'heure, celui-là qui pourrait ne pas s'en sortir indemne, mais c'est le peuple sénégalais. Et je dis simplement que le président aujourd'hui c'était lui qui devrait en fait amorcer, promouvoir en fait une démarche, une politique d'apaisement. Mais je me rends compte que on ne le sent pas. C'est-à-dire que c'est comme si quelque part c'est lui qui encourageait en fait ceux-là qui sont autour de lui pour lui donner donc de fausses informations pour qu'il puisse prendre de mauvaises mesures. Mais c'est lui en tant que président, et puis il est expérimenté. Il sait comment fonctionne l'État. Et il y a certains qui sont en fait autour de lui, qui lui font croire mais du n'importe quoi. Mais lui, il doit être suffisamment sage. Parce qu'un président, ce n'est pas n'importe qui. Il est le seul à pouvoir apaiser justement cette tension-là. Mais puisqu'il ne réagit pas, il laisse donc en fait les choses se dérouler. Demain, il sera comptable de tout ce qui se passera ici. Et on ne dira pas que c'était lui l'opposant. Non, lui c'est le président. Il a des moyens que personne au Sénégal en fait ne peut avoir. Donc lui, il a en fait tous les moyens en main, toutes les cartes en main pour que les choses s'embrassent ou bien pour que les choses en fait s'apaisent. Mais quand on entend quand même des députés français au Parlement français parler du président de la République comme un dictateur, c'est quand même aller trop loin. Mais non, vous croyez C'est parce une ingérence à la limite. Mais non, donc en fait ils ont émis simplement un avis. Un avis, parce que là également ce sont des politiques. Ils voient qu'est-ce qui se passe au Sénégal. Mais là, par rapport en fait à leur observation, ils émettent un avis, mais un avis qui leur est tout à fait personnel, même si ça peut politiquement en fait avoir un impact. Absolument. Mais c'est pourquoi le président, vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai toujours défendu. J'ai dit que personne ne peut en fait dire qu'il n'a rien fait. Il a fait beaucoup de réalisations. Mais il faut également savoir s'arrêter. Parce qu'on lui donnerait 100 ans pour diriger le Sénégal, effectivement, il la demanderait toujours. En tout cas, son camp l'a déjà investi pour la présidentielle, l'APR. Et là, sur cette question-là, j'ai dit, mais si en fait on veut persister pour qu'il soit, en fait, pour qu'il brigue en fait un troisième mandat, mais est-ce qu'il n'y a pas un fondement juridique? Parce que moi je me dis, est-ce qu'il n'a pas déjà eu l'avis du Conseil constitutionnel? Parce qu'in fine, c'est le Conseil constitutionnel qui devrait effectivement donner un avis pour dire si oui ou non, est-ce que sa candidature est recevable, oui ou non. Mais est-ce que le président n'aurait-il pas déjà saisi pour avis le Conseil constitutionnel pour lui demander est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas? Mais si le président persiste, est-ce que ceci ne veut pas dire qu'il a obtenu déjà une réponse positive? Et demain, en fait, lorsqu'on aura à déposer donc les candidatures, eh bien le Conseil constitutionnel dira qu'effectivement... En tout cas, mais en tout cas de cause, nous le savons. L'article 27 là, les gens se disent, mais il a déjà fait ce qu'il devait faire. Demain, en 2029, il peut revenir pour effectivement poursuivre. Mais là, mais c'est fini. Il faut qu'il sache partir par la grande porte. Mais il ne partira pas quand on entend ce que dit son ministre de la Justice, Ismaël Madior Fall, ça fait même pas 15 jours, il a quand même dit que Inch'Allah, il sera candidat. Personne, oui, il l'a dit dans un meeting politique.
Oui, non, mais Vous l'avez c'est... entendu C'est là où il dit c'est- qu'en fait, il lui faut Oui. 2 millions. 2 millions de... C'est ça, Oui. hein? Ah, d'accord. Non, mais bon, c'est clair que Macky Sall est candidat, c'est clair. Bon, que Ah, si il c'est s'en- Albert qui le dit, c'est parce que là... Non, je crois, en tout cas, politique. politiquement, Oui. c'est clair que le mot d'ordre est parti. Bon, même la vente des cartes aujourd'hui s'est transformée en une opération de validation de la candidature. Le ministre de la Justice également, même si c'est de manière maladroite qu'il l'a exprimé, ça montre clairement qu'il y a une volonté politique qui est affichée que Macky Sall sera candidat. On est dans le même scénario. On parlait tout à l'heure d'une affaire qui est partie sur des bases privées, qui est devenue une affaire d'État. Bon, mais là, la candidature, ça va être une affaire politique. Une affaire politique. Tout le monde sait que l'opposition n'est pas d'accord. Même certains alliés ne sont pas d'accord avec cette candidature. L'opinion n'est pas d'accord. Donc le président va contre l'opinion publique. C'est ça qui est absurde dans cette démarche du président de la République. Et en connaissance de cause. En connaissance de cause. Parce que quand même, tous, nous avons vécu 2011. Et comment la majorité peut être si oublieuse de l'histoire récente et s'attendre à autre chose qu'à une résistance. Et je crois que, bon, maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas trop épiloguer. Il sera candidat, mais le peuple sera devant lui. C'est à lui de choisir. Soit le peuple le laisse aller à compétir et le battre démocratiquement comme le peuple l'a fait avec Wade, ou soit il aura une résistance. Et je crois que c'est à lui de prendre ses responsabilités. Ce qui est sage pour Macky Sall, vraiment, c'est que ces radicaux-là qui veulent l'amener à la guillotine, là, qu'ils leur disent que moi j'ai fait mes 12 ans, c'est ce sur quoi je m'étais engagé, je me retire. Et aller maintenant travailler sur le plan politique qu'il trouve un dauphin. Alors, mais au-delà du respect de la parole donnée, on a quand même entendu des juristes, d'éminents juristes qui sont quand même divisés sur la question. On a entendu Maître Doudou Zouanke, tous dire qu'il en a droit et que c'est le Conseil constitutionnel qui aura le dernier mot sur la question. Il y a également les juristes qui sont diffusés. C'est là où on voulait justement nous amener, Binta. Mais parce que... en fait, c'est vrai qu'il y a certains experts du droit qui croient avoir justement, en fait, comment dire, l'impérium par rapport à l'interprétation donc, de la théorie. Mais là, est-ce que c'est une disposition ou bien des dispositions qui sont susceptibles d'interprétation? Mais non, c'est très clair. Ce qui est clair, on ne l'interprète pas. Maintenant, bon, on pourrait dire que l'on soit pour ou bien soit... Mais l'absence de disposition transitoire également, ça pose problème dans l'article 27. Ça ne peut pas poser problème. Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle la notion de légistique. Parce que si on avait introduit une disposition transitoire, mais n'oubliez pas que nous avons affaire à la Constitution. Et donc là, nous nous fondons sur des principes. Donc là, lorsqu'on dit en fait règles transitoires, mais non, est-ce qu'il fallait mettre en évidence en fait le mandat qui est seulement en cours, alors que la Constitution ne gère pas le mandat en cours. En fait, la Constitution règle donc les principes, le nombre de mandats, en fait la durée du mandat, mais point barre. Donc là, et c'est ce que je dis tout le temps, sans aller loin, sans faire du juridisme, parce qu'en vérité, parfois au Sénégal, ce qui nous fatigue, ce sont nos grands intellectuels, c'est qu'ils sont très forts. C'est vrai, ils sont très forts. Mais parfois, une question banale, en fait, ils veulent coûte que coûte élever les débats au point que le peuple qui est destinataire de toutes ces dispositions-là n'y comprennent absolument rien. Vraiment. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, tout le monde était sûr qu'effectivement le président se limiterait justement en fait à ces deux mandats. Vous demanderez au président, monsieur le président, vous avez fait en fait à la tête donc du Sénégal combien de mandats constitués? Il vous dira, mais 2. Mais c'est largement suffisant. Nul ne peut faire plus de mandats. Mais ça, c'est très clair. Maintenant, ce que j'ai dit, c'est que mon professeur bien-aimé, je l'adore bien, Ismaïla,
souvent, en fait, on l'attaque. Mais je dis simplement qu'il faut toujours faire la distinction entre Ismaïla en tant que scientifique, en tant que juriste, hein, et Ismaël en tant que politique. C'est quoi la différence? Mais la différence, c'est quoi? Ce que la loi dit, maintenant, il appartient au président, hein, mais d'interpréter comme, en fait, il veut. C'est pourquoi, à son temps, il avait dit en principe. Et donc là, il est toujours dans cette logique-là. Ce n'est pas à lui de faire appliquer. Mais avant de dire en principe, il avait quand même dit que le président n'en avait pas droit. Mais justement. Avant d'être viré du gouvernement, il est revenu pour dire non. En principe. Mais ça le problème. Mais en principe, donc ça veut dire que là, comment dire, il voulait dire simplement par là. Hein, je le connais avec sa subtilité. Hein, il voulait dire que, en fait, la décision ne lui appartient pas. Ça appartient donc à la personne là qui peut être le potentiel candidat. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que maintenant, que ça soit Ismaïla, que ça soit Zouanka, que ça soit Kadebo ou bien l'essentiel, le texte est très clair. Et le président lui-même, hein, qui a élaboré la Constitution, mais lui-même, hein, le gardien de la Constitution. Mais il sait que, hein, en proposant une telle constitution, c'est-à-dire que lui, c'était effectivement son deuxième mandat et il devrait. Maintenant, pourquoi en fait on verra ce que ça va donner. C'est ce qui pose problème. Moi, je voulais, sur la question. Oui. Moi, je pense qu'il faut être très, très attentif. La Constitution, c'est un peuple souverain qui décide. C'est pas le droit qui décide du peuple, du sort du peuple. C'est le peuple qui détermine. Et je pense qu'il faut vraiment sortir de ce débat juridique politicien et rendre la souveraineté au peuple. Quand le peuple sénégalais a décidé de fixer les 2 mandats, c'est avec l'alternance politique. Le PS a géré pendant 40 ans. Il n'y a pas eu de controverse à part Abdoulaye Wade et Abdou Diouf sur le droit, sur les juridictions, machin. Mais à partir de 2000, le peuple a repris sa souveraineté. On s'est inscrit dans la logique de limiter les mandats, de limiter la durée, de sortir du cycle infernal du Parti socialiste. C'était pour stabiliser notre pays sur le plan politique. Les 2 mandats, c'est ça. Attention, les 2 mandats, c'est pour qu'il n'y ait plus jamais un président 20 ans au pouvoir. Et on se dit que 2 mandats, ça suffit. Et je pense que Macky Sall, s'il est vraiment cohérent avec lui-même, s'il veut respecter l'esprit du peuple qu'il a élu en 2012, il doit se suffire aux 2 mandats. C'est le choix du peuple sénégalais. Maintenant, les gens qui veulent manipuler l'opinion avec cette constitution, c'est la même chose qu'on a eu avec cette histoire de Ousmane Sonko. Il a dit le moment venu, il va en parler en tout cas. Il n'a pas encore donné son point de vue sur la question. Non, c'est fini là. Alors, sur 1 minute chacun, quelle est votre lecture, Iba Barry, sur l'affaire Mimi Touré, qui a été évincée de l'Assemblée nationale? Ils ont encore fait fi de l'article 60 de la Constitution. Nous parlions tout à l'heure de violence dans les rapports entre les membres donc de la scène politique. Mais là, c'est manifestement, je dis rien, je dis bien manifestement, en fait, comment dire, une atteinte à ses droits. Comment peut-on dire d'une personne, qu'elle a démissionné de fait? De fait, c'est quoi une démission de fait? Et déjà, même si, parce que finalement, s'il y a une démission de fait, il n'y aurait plus d'exclusion. Parce que normalement, lorsque vous sentez qu'un membre ne respecte plus le règlement intérieur, mais il vous appartient à vous, en tant que structure organisée, donc de prononcer l'exclusion. Mais c'est pour, en fait, le sanctionner alors qu'ils n'en ont pas le droit, pour dire que non, en vérité, ce qu'elle a fait... Même s'il est exclu, elle ne perd pas... Elle ne perd pas, c'est parce que sachant qu'en l'excluant, en fait, il ne va pas perdre, on dit maintenant, démission de fait, comportement, mais attendez là. Et même si c'était le cas, si elle avait effectivement fait ou bien posé donc des actes contraires aux intérêts même de son parti, l'APR, mais avant de le sanctionner, ça tout le monde le sait, c'est un principe universel.
c'est-à-dire en fait, le droit de la défense. Au moins, il aurait fallu l'appeler pour lui dire, hey, mais voilà, quelle est votre posture, mais vous discutez de ça. Mais en fait, elle a été informée au même titre que nous-mêmes. C'est pas normal. C'est-à-dire que là, il y a une vraie violation manifeste. Et comment peut-on dire qu'on applique, en fait, comment dire, une décision d'un parti, alors que le bureau de l'Assemblée devait procéder en fait au vote pour accepter sur quelques secondes. Oui, bon, moi je pense que comme professeur Iba l'a dit, hein, ils n'ont pas respecté le règlement intérieur, ils n'ont pas respecté la Constitution, et puis c'est inélégant. Oui. En plus. Maintenant, peut-être le commentaire que moi je vais faire, c'est qu'ils vont faire la même erreur qu'ils ont commise à l'adresse de Sonko. Aminata Touré est leader, tu l'exclus de l'Assemblée, et tu la jettes en pâture peut-être demain avec l'inspection générale d'État. Mais c'est pas ça qui va détruire Aminata Touré. Aminata Touré va être un élément très gênant pour la majorité présidentielle, et on va encore fabriquer une militante qui va grignoter, qui va affaiblir le pouvoir du président de la République. Merci beaucoup Mamadou Sy Albert, analyste politique et communicant. Merci également au professeur Iba Barry Camara, enseignant en droit privé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci d'avoir suivi.